Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Catherine Lafrance en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. Les libéraux ont rejeté la motion du Bloc sur la bonification des pensions de sécurité de vieillesse cette semaine, mais les partis d'opposition et quelques libéraux aussi l'ont approuvé à majorité. On s'en souvient. Plus tôt cette semaine également, la firme Abacus révélait dans un sondage que le NPD avait surpassé les libéraux dans les intentions de vote des Canadiens à certains endroits, tandis qu'une projection de Québec 125 affirmait que le Bloc pourrait causer la surprise au Québec en juin sur la division du vote. C'est sans parler des affrontements qui se multiplient avec les provinces, une taxation sur le carbone en péril, l'ultimatum des bloquistes avec une date butoir, le 29 octobre. N'en jetez plus, la cour est pleine. Alors, pour parler de ces sujets et bien d'autres, je reçois Joël Denis-Bellavance, chef de bureau pour le journal La Presse, Catherine Lévesque du National Post et Émilie Bergeron de la Presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. Joël Denis, je commencerai par vous. On se demande ce que Justin Trudeau va pouvoir dire pour convaincre la population au début d'une campagne électorale qui va finir par arriver. Oui. En fait, M. Trudeau va sûrement dire que je suis le meilleur pour défendre les valeurs progressistes, que je suis celui qui va défendre les programmes qui ont été mis sur pied depuis les dernières années, notamment le Programme national de garderie, le Programme national de soins dentaires. Mais c'est sûr que M. Trudeau fait face à une question à laquelle il ne peut pas répondre. Pourquoi est-ce qu'il incarne le changement que souhaite la population canadienne? Il est là le nœud du problème. Il y a un appétit qui est grandissant dans les sondages, on le voit, mais il y a aussi l'usure du pouvoir qui a fait son œuvre. Donc, peu importe ce que dit M. Trudeau, on a comme l'impression que l'électorat ne l'écoute plus autant qu'il y a 8 ans. Donc ça, c'est le défi de M. Trudeau. Comment incarner le changement après 9 ans de pouvoir? Il n'y a pas beaucoup de premiers ministres qui ont réussi à le faire. Et Catherine, comment il va vendre sa salade? Qu'est-ce qu'il peut dire en termes de bilan de son gouvernement? En fait, il peut juste espérer. Je pense que c'est un peu leur stratégie, c'est d'attendre que le chef conservateur Pierre Poilievre se mette les pieds dans les plats. Hein? C'est un peu ça qu'on attend actuellement. On attend aussi que l'économie aille un peu mieux. On voit déjà que l'inflation a baissé, les taux d'intérêt commencent à baisser aussi. Mais je suis d'accord avec Joël Denis, il faut trouver un message. Pourquoi est-ce que Justin Trudeau mérite un 4e mandat? Et jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a entendu de sa part, c'est de dire, mais on va continuer à offrir des services aux Canadiens. Donc, il n'a pas réussi à trouver ce message-là. Je pense qu'au final, on va se retrouver avec une élection où Justin Trudeau va dire, ben, je suis moins pire que Pierre Poilievre. Donc, j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça, là, effectivement. Bon, Émilie, êtes-vous d'accord avec ça? Parce que dire, on va continuer à offrir les services aux citoyens, c'est un peu la base pour un gouvernement, là, quand même. Oui, absolument. Puis il y a cette attente-là aussi dans le caucus de M. Trudeau, hein, d'avoir un nouveau message à livrer pour les Canadiens. Livrer, ce mot que M. Trudeau aime beaucoup. Mais à la retraite, par exemple, de son caucus à Nanaimo, il y a quelques semaines, on n'a pas vraiment senti de nouveaux messages. Hein. On poursuit avec notre programme qu'on a déjà entamé. On entendait cette semaine M. Trudeau aller au balado de son député d'arrière-ban qui vote souvent contre ou différemment que le gouvernement, Nathaniel Erskine-Smith. Il a répondu à beaucoup de questions pendant 1 heure, mais moi, je n'ai pas entendu de nouveaux messages qui pourraient se dessiner comme une stratégie électorale. Ce que, par contre, ils font plus depuis cet automne, c'est dire que M. Poilievre va couper. Où va-t-il couper? Mais je pense que c'est pas suffisant. Là. Ça représente pas un message, puis ça représente pas du tout le changement que les gens recherchent. Bon. Alors, arrivons-y à cette date butoir, cette espèce d'épée de Damoclès, le 29 octobre. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer le 29 octobre, mais peut-être même avant, parce que M. Blanchet l'a répété plusieurs fois, au sujet de son ultimatum, ça pourrait même venir avant. Il dit, dès que je vais réaliser que ça devient impossible, que les libéraux ne vont pas nous donner l'adoption des 2 projets de loi qu'on demande sur la gestion de l'offre et sur les aînés, si je juge que ça devient impossible, on va y aller. Bon, là, il n'a pas voulu tracer la ligne tout de suite quand les libéraux ont voté contre sa motion hier, mais quand même, le temps file. Et moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être voir de l'action un peu plus tôt, parce que ça prend quand même des bonnes discussions entre partis, notamment le NPD qu'il faut convaincre. Les conservateurs attendent juste ça, d'aller en élection, mais le NPD, il faut aussi les convaincre. Il faut trouver une motion de censure qui plaît
à tout le monde. Donc, moi, je pense que les conversations vont commencer en coulisses avant le 29 octobre, parce que le Bloc ne veut probablement pas avoir l'air non plus que rien ne se passe du jour au lendemain, après le 29 octobre. Qui sont allés de l'avant avec cet ultimatum. Exactement. Il ne veut pas avoir l'air non plus du NPD quand ils ont déchiré l'entente ou finalement ils ont continué à appuyer le gouvernement sur des votes de confiance. Donc, peut-être, eux veulent pas reproduire ce même scénario-là. Il me semble, Catherine, que la dernière fois qu'on s'est parlé, vous étiez un peu sceptique sur des élections à l'automne. Est-ce que c'est toujours le cas? Un peu. J'ai pas l'impression que le NPD... Ben, en fait, on a beaucoup parlé de l'assurance médicaments. Je pense que le NPD veut que ce soit implanté. On s'attend à ce que, dès l'action de grâce, là, ce soit adopté, que ça reçoive la sanction royale. Je pense aussi que, bon, l'année prochaine, on va voir que les soins dentaires, en fait, vont être offerts à, je pense, c'est 9 millions de Canadiens. Là. Donc, ce sera finalement, pas juste les aînés, pas juste les enfants et les adolescents, mais en fait, tous les Canadiens qui ont au-dessous d'un certain seuil en termes de salaire. Donc, j'ai l'impression que le NPD veut voir ça implanté également. Mais là, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que M. Singh, là, il est vraiment coincé actuellement parce qu'il veut, oui, d'un côté, se défaire de cette image, de cette soi-disant coalition libérale NPD, mais d'un autre côté, je pense qu'il veut voir tous les éléments qu'il a négociés dans cette entente-là enfin voir le jour, et ça va arriver là, en 2025. Joël Denis, vous avez une gestion assez intéressante des chiffres dans cette affaire-là, parce que c'est de ça dont il est question, des chiffres, des dates, et donc vous pensez toujours qu'il y aura des élections plus tôt que tard? Oui, plus tôt que tard, parce que jusqu'ici, ça fait 3 semaines que le Parlement siège. Il a nettement démontré que le Parlement était devenu dysfonctionnel. Même les partis de l'opposition se plaignent que le gouvernement fédéral ou le gouvernement Trudeau n'a rien mis sur la table qui vaille, qu'essentiellement, on a juste passé les 3 premières semaines à parler de l'avenir, de la survie du gouvernement Trudeau, et qu'aucune mesure digne de ce nom n'a été mentionnée ou adoptée. Il y a quelques éléments intéressants du côté du NPD qui sont importants et qui doivent être concrétisés avant que le NPD songe véritablement à des élections. Il y en a 2 que je veux mentionner. Pharmacare, l'assurance médicaments, ça devrait être adopté au Sénat au plus tard la semaine prochaine. On me dit même qu'il y a eu des tractations que ça a pu être même passé aujourd'hui au Sénat. Donc, la sanction royale est imminente pour ce projet de loi. Ça, le NPD ne va pas cocher cette affaire-là. L'autre date importante, c'est le 19 octobre, date où les électeurs de la Colombie-Britannique vont aux urnes. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un gouvernement du NPD qui est sortant. On veut que ce gouvernement retourne au pouvoir, et donc les employés ou les stratèges néo-démocrates sont pratiquement tous en Colombie-Britannique à l'heure actuelle pour donner un coup de main à ce gouvernement à se faire élire. Ça, c'est une date importante, c'est le 19 octobre. Après ça, le calendrier se dégage royalement pour... et dangereusement. Pour qu'on aille en élection. Il reste la carte du NPD. Moi, je pense que le Bloc québécois a eu sa réponse cette semaine concernant la motion qu'il a déposée. C'était l'exécutif, c'est-à-dire le cabinet, qui a le droit de vie ou de mort sur les dépenses. L'exécutif s'est levé pour dire non. C'est la réponse qu'attendait le Bloc québécois. C'est pour ça que les discussions entre le Bloc québécois et les autres partis vont probablement commencer la semaine prochaine pour savoir comment on s'arrange pour précipiter la chute de ce gouvernement. Le NPD est une carte inconnue. J'ai posé la question, est-ce que le NPD est en mesure de mener une campagne électorale à l'heure actuelle? A-t-il les moyens financiers? Y a-t-il suffisamment de candidats nommés pour se lancer en campagne? On m'a donné des propos rassurants, en ce sens que le NPD a tout payé sa dette électorale de la dernière campagne, peut aller emprunter de l'argent pour financer une campagne avec l'édifice qu'il possède au centre-ville d'Ottawa, et il y a une 60aine de candidats qui ont été nommés déjà. On attend à ce qu'il y ait une 100aine d'autres qui soient nommés d'ici 2 semaines, 3 semaines. Donc, on commence à se préparer pour des élections. Et je conclurai là-dessus. Il y a une source néo-démocrate qui me disait, il y a 2 semaines, je te disais qu'il y avait une chance sur 10 d'avoir des élections fédérales. Aujourd'hui, je l'ai monté à 5 sur 10. Oh, c'est beaucoup. J'aimerais jeter un coup d'œil à votre agenda. Ça devrait être assez intéressant. Je voudrais qu'on parle aussi des relations Québec-Ottawa et plus précisément des relations entre M. Legault et M. Trudeau, parce qu'elles s'enveniment un petit peu en ce moment. Cette fois, c'est au tour des demandeurs d'asile. M. Legault, premier ministre du Québec, a dit, écoutez, il faudrait que la moitié de ces demandeurs d'asile quittent le Québec. M. Trudeau répond, ça ne fonctionne pas comme ça. Joël Denis, c'est pas la première fois qu'il y a une querelle Québec-Ottawa, bien sûr, mais là, on sent qu'il y a un petit goût, un petit peu d'amertume, je dirais, d'autant plus que M. Trudeau et M. Legault se retrouvent ou doivent se retrouver au sommet de la francophonie en France. Je trouve ça assez particulier de la part de M. Legault de soulever cette question-là.
question-là, qui est une affaire domestique, alors qu'il se trouve à l'étranger, à Paris, en prévision du sommet de la francophonie. C'est pas l'endroit pour soulever ce genre de dossier-là. S'il a des griefs, je pense qu'il aurait dû prendre un billet de train puis venir à Ottawa pour en discuter au 24/7, en fait peut-être pas à la résidence du premier ministre, pour tenter de trouver une solution à cet enjeu. C'est pas en brassant la cabane à Paris qu'il va obtenir, je pense, gain de cause, d'autant plus, comme vous l'avez mentionné, Catherine, que c'est pas faisable ce qu'il demande. Forcer les gens à déplacer, c'est une forme de déportation moderne. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui? La réponse, elle est venue du ministre de l'Immigration. Il a dit non. Ce serait c'est déraisonnable comme mesure et ça va à l'encontre de la Charte des droits et libertés, tant canadienne en passant que québécoise. Catherine, êtes-vous d'accord avec ça? Est-ce que M. Legault aurait dû, comme le dit l'expression consacrée populaire, laver son linge sale en famille? Et écoutez, je pense qu'en ce moment, il est un peu désespéré. Il veut tenter là, de trouver une solution au problème de l'immigration qui, selon lui, est un problème. Écoutez, je pense qu'il a dit, il a lancé ce message et là, il ne recule pas visiblement sur ce message. Hein, il l'a répété aujourd'hui. Il a dit la même chose. Là, il y a son nouveau ministre de l'Immigration, M. Roberge, là, qui tente de réparer les pots cassés un peu, de dire, on ne va pas aller chercher les gens chez eux. Donc, on va pas, finalement, bref, il essaie un peu d'adoucir le message de M. Legault, mais visiblement, je pense que M. Legault panique actuellement. Je pense qu'il essaie là, de trouver là, quelque chose là, pour... en fait, il essaie de dire au fédéral quoi faire, et là, le fédéral lui réplique, lui dit que c'est pas faisable. Et d'ailleurs, je dirais, hein, c'est pas faisable parce qu'il faut non seulement que le demandeur d'asile accepte d'aller dans une autre province, mais il faut aussi que la province en question accepte de recevoir le demandeur d'asile. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Et de toute manière, on a eu la réponse du gouvernement fédéral cette semaine. La réponse, c'est non. Ils n'iront pas de l'avant. Donc, je ne sais pas... Ça mérite d'être clair. Oui, mais je comprends pas trop la stratégie de M. Legault, là, pour être bien honnête avec vous. Je ne sais pas où il essaie d'en venir. Et de toute évidence, là, il n'aura pas l'appui des autres premiers ministres des provinces parce qu'eux, il y en a 3 en élection ou qui vont être en élection bientôt. Ils ne veulent rien savoir. Ils demandent encore moins de demandeurs d'asile qu'actuellement. Il y a un sujet important. J'arrive à vous, Émilie, parce que je ne veux pas passer à côté de ce sujet-là. Vous le savez, elle était vue comme une future leader du Parti libéral du Québec. C'est une politicienne respectée de tous les partis au Québec. Marois Risky, c'est d'elle dont il est question. Elle a annoncé qu'elle quittait la vie politique parce qu'elle est devenue maman pour la 2e fois et que ce qu'elle dit, c'est que la conciliation travail, politique, famille est extrêmement difficile. Émilie, on atteint la parité à bien des endroits où on vise la parité à tout le moins, mais est-ce que la politique, c'est pas toujours du domaine de la masculinité? Je pense qu'il reste visiblement du travail à faire dans la conciliation travail-famille. Bon, il y a des hommes aussi qui évoquent cette raison-là, mais quand même, pour les femmes, c'est vraiment... on leur demande d'être des Wonder Woman, si vous me prêtez l'expression en anglais. Donc, c'est très difficile. Et en plus du climat sur Internet aussi, tous les commentaires qu'ils reçoivent des citoyens, ça aussi, ça use, en plus de devoir jongler entre la vie familiale, politique, aller dans la circonscription, amasser de l'argent pour le parti. Donc, c'est vraiment tout un travail. Puis je pense qu'il y a quand même un respect en tout député, là, peu importe, tout parti confondu, pour l'engagement que ça demande, et aussi pour les gens qui les côtoient de près, là, que ce soit le personnel politique, même les correspondants parlementaires. Même si on ne joue pas du même côté, quand même, il y a un respect pour le travail que ça représente, les heures de travail et le jonglage, finalement, avec la vie personnelle. Et il reste peu de temps, mais je veux vous entendre là-dessus, Catherine. Il y a effectivement la conciliation politique-famille qui n'est pas toujours facile à réaliser, mais aussi, ce qu'on dit, c'est qu'il y a le ton des débats. Le ton des débats, est-ce qu'il n'est pas encore très masculin? On parle d'affrontement. Il y a bien des femmes qui disent c'est comme un ring de boxe. Oui. Tout à fait. Le ton est absolument acerbe. Je dois dire que Marois Risky, quand même, elle est capable de boxer dans le ring. Elle est sûrement capable, mais est-ce que c'est ce que les femmes veulent? Est-ce que c'est ce qu'elles préfèrent? Pas tout le temps. Je pense que les femmes ont une approche très différente en politique. De manière générale, là, elles tendent plus à la conciliation, à
tenter de trouver des compromis. Je pense que c'est ce qu'on voit avec les femmes en politique. Alors, en même temps, c'est ça, pour en revenir à Marion Wariski, je pense que c'est une personne qui a de l'ambition. Je pense qu'elle ne met pas une croix sur la politique. Là. Elle ne fait pas une croix sur la politique du tout. Je pense qu'elle va revenir. Peut-être qu'elle a des ambitions de leadership. Je la verrais bien chef du Parti libéral du Québec un jour. Mais voilà, je pense qu'en ce moment, ça doit être... c'est ça. C'est très difficile quand les enfants sont petits. Et d'ailleurs, bon, les femmes en politique, on en parle souvent, mais il y a comme 2 bons moments pour être en politique avant d'avoir des enfants et quand les enfants sont grands. Tout à fait. Joël Denis, est-ce qu'il va falloir mieux adapter le monde politique aux femmes? Oui, parce que je crois que notre démocratie s'appauvrit quand des femmes de la trempe de Marion Wariski quittent la politique pour des raisons personnelles. Tout le monde comprend. Oui, que tout le monde comprend, sûr. mais elle a amené déjà une contribution fort, noble et importante à l'Assemblée nationale et elle était vue comme une future chef du Parti libéral. Donc, notre démocratie s'appauvrit, que ce soit à Ottawa, que ce soit à Québec, quand des femmes quittent, tout le monde en souffre à long terme. Merci beaucoup à vous 3 d'avoir été avec nous encore une fois ce soir. Merci. Merci à vous.